entre syndicalisme et socialisme. En l'absence de perspectives politiques claires de transformation de la société française et dans l'attente d'un hypothétique grand soir abolissant le capitalisme sauvage par la grève générale, la réalité concrète, quotidienne des conflits collectifs de travail impose de dépasser le débat doctrinal sur réforme ou révolution. Par son engagement sur le terrain des conflits sociaux du monde du travail, Jaurès établit le lien entre la théorie et la pratique politique au cœur de son socialisme républicain qui adosse l'action syndicale et l'action politique parlementaire. Car Jaurès, pour promouvoir ce qu'il nomme l'évolution révolutionnaire, et notamment les réformes sociales législatives comme la création des premières retraites ouvrières et paysannes en 1910, a besoin de s'appuyer sur un rapport de force que réussit à créer par sa combativité, son unité et ses luttes nombreuses, une classe ouvrière unie depuis 1895 dans la CGT, à l'époque anarcho-syndicaliste et guettiste. Apporter son aide au prolétariat ainsi qu'aux organisations syndicales qu'il se donne, c'est pour Jaurès agir, je le cite, pour la libération du peuple ouvrier, pour l'organisation d'une vie meilleure pour ceux qui travaillent. Ce n'est donc pas un engagement abstrait. La liste est longue des crises sociales dans lesquelles Jaurès sera présent, dans lesquelles il déploiera ses efforts et son talent de négociateur pour aider à leur dénouement pacifique avant qu'elles ne puissent déstabiliser l'État républicain lui-même. Jaurès est certes d'abord le député de Carmaux et le porte-parole de ses mineurs et de ses verriers, mais son soutien à la cause ouvrière va bien au-delà de sa terre natale et de sa terre d'élection. Il se singularise en effet parmi le personnel politique de l'époque en allant partout, comme Jules Guesde d'ailleurs, à la rencontre des travailleurs et de leurs syndicats. On le retrouve auprès des tisseurs à Armentières en 1903, des porcelainiers de Limoges en 1905, des métallurgistes de Longwy et des ouvriers de la chaussure à Fougères en 1906, des vignerons du Midi en 1907, des délaineurs de Mazanet en 1909, des mégissiers de Groslay en 1910, des horlogers de Cluse, des ouvriers sidérurgiques du Creusot. L'exemple de son action dans le département de la Loire, proche, en témoigne singulièrement. Ce département, presque autant que celui du Tarn, a occupé une place omniprésente dans la réalisation de l'homme politique Jaurès, qui s'y est nourri de ses luttes ouvrières nombreuses. Entre 1886 et 1909, pendant plus de 20 ans, en effet, Jaurès viendra dans la Loire, à plusieurs reprises, soutenir et arbitrer les conflits du travail du bassin houiller industriel stéphanois, mais aussi ceux de la proche vallée du Gier, de l'Ondaine et du Rouennais. Ces contacts nombreux avec la réalité sociale ligérienne nourrissent sa réflexion et lui inspirent la rédaction d'articles sur la nécessité de la syndicalisation des ouvriers, sur la liberté de manifester sur la voie publique, ou encore sur le thème de la grève générale et de la révolution. Jaurès expérimente sur le terrain ses théories et théorise ses expériences. Il a toujours répondu à l'appel des ouvriers de la Loire et singulièrement ceux de Saint-Étienne. Cette ville champignon, proche d'ici, dépassant 100 000 habitants dès le Second Empire, 135 000 habitants en 1897, pour atteindre 146 000 habitants en 1914, est alors emblématique d'un capitalisme conquérant de la première et de la deuxième révolution industrielle. L'extraction du charbon, le triomphe de la fonte et de l'acier s'y accompagne de l'exploitation du travail des hommes, des femmes et des adolescents et va de pair avec l'afflux souvent anarchique d'une main-d'œuvre bon marché qui loue sa force de travail aux employeurs en s'adressant aux bureaux de placement privés et payants ou par l'intermédiaire des bourses du travail. Venus des campagnes proches, du Velay et du Forêt, ou bien immigrés, cette masse laborieuse au mode de vie misérable vit dans des quartiers de taudis où l'hygiène est déplorable. De même que Lille,
Roubaix, Tourcoing et leurs grandes filatures, ou de nombreux centres urbains industriels et miniers, du nord au sud de la France, Saint-Étienne avec ses mines et ses usines textiles, sidérurgiques et métallurgiques, est au cœur de la question sociale qui interpelle et taraude la Troisième République. Et j'ouvrirai une parenthèse, ce n'est pas un hasard si c'est à Saint-Étienne où il exerça son pastorat pendant 41 années, entre 1885 et 1926, que le protestant Louis Comte, découvrant ici l'acuité de la question sociale, aura cette idée de créer l'œuvre des enfants à la montagne, bien connue de la communauté protestante du Châlons-sur-Lignon, de son plateau environnant, mais aussi de l'arrondissement d'Issingeaux. Cette œuvre de bienfaisance sanitaire et sociale permettait, vous le savez, chaque été à des enfants miséreux, d'ouvriers, de mineurs et d'employés du bassin industriel stéphanois de venir prendre à 1000 mètres d'altitude un bol d'air et de se nourrir sainement de lait bourru, de fromage, de pommes de terre dans les fermes où ils étaient placés moyennant une petite allocation. Et revenons à Jaurès. Jaurès qui, sur place dans la Loire, se rend compte de la puissance sociale de l'action ouvrière organisée. Mais il en voit aussi les limites politiques. Les travailleurs de Saint-Étienne, comme plus généralement ceux de la Loire, conscients de défendre leurs intérêts de classe, organisés dans la CGT, unis dans les luttes, sont capables d'obtenir satisfaction sur leur cahier de revendications, au prix tout de même de grèves souvent longues et épuisantes pour eux-mêmes et leurs familles. Mais ils sont partagés entre ce pragmatisme syndical unitaire qui leur permet d'améliorer concrètement leur situation immédiate et une volonté politique de changer la société par la grève générale, prélude au grand soir, tel que le préconisaient alors les syndicalistes révolutionnaires, anarchistes et guédistes. Partisans de la rupture révolutionnaire pour abolir le capitalisme, ces derniers dénonçaient comme apparente et illusoire l'utilité du parlementarisme et du ministérialisme pour changer radicalement les rapports de classe dans une société dominée par une bourgeoisie capitaliste. Ils militaient donc en faveur d'un changement radical immédiat plutôt que pour un changement graduel fait de réformes successives. Cependant, ils ne faisaient pas l'unanimité dans une classe ouvrière nigérienne séduite tantôt par le réformisme d'un socialisme municipal, tantôt par un paternalisme patronal et religieux très actif. Ainsi, à Saint-Étienne, je l'ai dit, je viens de le dire, en 1893, le pasteur Louis Comte fondait l'œuvre des enfants à la montagne. Et en 1894, un jésuite, le père Félix Volpet, créait les premiers jardins ouvriers. Entre le 14 et 16 février 1904, lors du congrès de son propre parti, le Parti socialiste français qui se déroule à Saint-Étienne, Jean Jaurès va se heurter au fait que les syndicats et surtout les bourses du travail, lesquels s'étaient fédérés au congrès de Saint-Étienne en 1892 et s'étaient fondés dans la grande CGT de 1995, sont à l'époque principalement animés par des militants anarcho-syndicalistes ou guédistes du Parti socialiste de France, parti politique concurrent du sien. En ce mois de février 1904, dans la Loire, Jaurès fait la même expérience de la permanence du conflit des deux méthodes, réformisme révolution, dans le mouvement ouvrier, lors de l'inauguration de la salle de conférence de la nouvelle bourse du travail de Saint-Étienne. Il y assiste impuissant à l'affrontement des différentes tendances socialistes et sera lui-même conspué par les militants anarcho-syndicalistes et guédistes stéphanois que le maire socialiste et le préfet de l'époque feront expulser de la salle Manu Militare. Le constat de la diversité des courants idéologiques au sein du mouvement ouvrier français, source de division et de défaite des travailleurs face au patronat, tout comme la défiance à l'égard du personnel politique de la Troisième République bourgeoise, fut-il des élus sincères et intègres comme Jaurès, conduiront les syndicalistes de la CGT à consacrer le principe de l'indépendance du syndicalisme par rapport aux partis politiques, quels qu'ils soient, dans la charte d'Amiens d'octobre 1906. La charte d'Amiens de 1906, c'est une autre parenthèse que j'ouvre, est à l'origine d'une exception française, l'absence historique de lien organique entre partis politiques et syndicats en France, ce qui nous distingue, nous la France, fortement
du syndicalisme et du socialisme en Europe du Nord, et notamment en Allemagne et en Angleterre. Comme vous le savez, en Angleterre, il y a les trade unions, les syndicats britanniques, qui sont étroitement liés avec le parti Labour, le parti du travail. Et en Allemagne, le parti socialiste allemand est très imbriqué dans les syndicats allemands. Jaurès, l'optimiste, ainsi que le qualifie l'historien Jean-Pierre Rioux dans la biographie qu'il lui a consacrée en 2005, a voulu réconcilier la classe ouvrière avec la République bourgeoise en brisant à coups de lois et de règlements protecteurs le cercle infernal de l'exploitation de l'homme par l'homme et de l'inégalité sociale. Il a voulu remettre en usage pour tous une liberté qui n'est pas seulement celle du renard libre dans le poulailler libre. Il n'est pas facile de porter un regard distancé et nuancé, c'est le travail des historiens, sur le Jaurès panthénoïsé depuis 1924 et muet malgré lui en saint parfois laïque et républicain. L'embaumement médiatique, académique et consensuel auquel donne lieu cette année Jaurès veut sans doute éviter toute captation partisane de son héritage, mais elle laisse de côté le bilan de ses combats. Assurément, il ne peut s'agir ici de tenir la comptabilité des combats de Jaurès en réduisant froidement leurs résultats à aussi plus et aussi moins. Jaurès n'est pas non plus ce saint laïque dont on attendrait qu'un hagiographe vénère les faits et gestes pour l'édification du peuple. Plutôt qu'un jugement de valeur, il s'agit de porter un jugement de réalité qui porte sur les faits. Et quand on a la prétention de faire œuvre historique, eh bien, ni l'affect, ni la sympathie que peut inspirer son énergie indomptable, mise au service des plus faibles et du socialisme français, ni encore l'émotion que suscite son destin tragique, ne doivent submerger la raison et interdire de montrer que la vie, sa vie militante, aura été émaillée d'échecs ou de demi-victoires plus souvent que de francs succès. C'est ainsi qu'on peut constater d'une part, s'agissant du mouvement syndical, je viens de l'évoquer, un échec patent face aux diverses tentatives politiques de le contrôler et de l'intégrer aux institutions républicaines, une première fois en 1899 avec l'expérience Mitterrand et en 1906 avec la création du ministère du Travail Viviani, le mouvement syndical incarné par la CGT depuis 1895, nous venons de l'évoquer, tient fermement à son autonomie par rapport à l'État oppresseur et aux partis politiques bourgeois. Son souci premier est l'unité des travailleurs et l'efficacité de son action pour obtenir du patronat et du gouvernement la satisfaction de sa principale revendication d'alors, la journée des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de repos. En 1914, cette revendication deviendra celle des 4-8. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de repos et 8 francs de salaire minimum. Jaurès, toutefois, admet cette intégrité de pensée, cette indépendance d'action. Il reconnaît l'autonomie syndicale. Et pour lui, la CGT est en construction permanente. Elle sera tôt ou tard amenée à rejeter tout verbalisme révolutionnaire et inutile. Elle pourra mieux ainsi, selon lui, je le cite, assumer sa double besogne, la lutte quotidienne contre l'exploitation patronale sous toutes ses formes et le patient travail d'organisation et de formation en vue de la transformation complète de la société. D'ailleurs, le fondateur du journal L'Humanité, Jean Jaurès, lui offre une tribune permanente dans ses colonnes. D'autre part, on peut souligner une réussite de Jaurès, puisque le socialisme français s'unifie en 1905 au Congrès du Globe à Paris. Les deux principaux courants socialistes, le gaullisme révolutionnaire et le jaurésisme évolutionniste ou réformiste, fusionnent dans le nouveau parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière, où ouvriers, paysans, artisans côtoient intellectuels et fonctionnaires. Ce nouveau parti, la SFIO, a alors acquis une large base électorale et militante du nord au sud du pays et se veut à la fois un parti républicain de transformation sociale, d'opposition et de gouvernement. En réalisant la synthèse des deux méthodes pour aller au socialisme, sa création met fin à 30 années de dispersion et de rivalité des forces socialistes en France.
Toutefois, ainsi qu'il l'écrivait lui-même, dans l'éditorial du premier numéro de l'Humanité, le 18